À être Homo erectus, l'hominien n'a pas tout gagné. Il a, entre autres, récupéré les lombalgies et, chez la femme, les problèmes de ptose des viscères de la loge pelvienne lorsque le diaphragme pelvien principal, qu'est le muscle releveur de l'anus, va être déficient. Si l'on pratique une coupe frontale passant par le pelvis, coupe théorique, dont voici la ligne du détroit supérieur, le plan médian, la portion crâniale et la face latérale. Il y a au pourtour du foramen obturé la membrane obturatrice avec le muscle obturateur interne et son aponévrose de recouvrement. Un viscère pelvien, quel qu'il soit, va présenter dans le plan de l'abouchement périnéal un orifice cutané qui va être serti par un sphincter strié qui va en assurer une partie de la continence. Ce sphincter va être contenu dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne et surtout implanté sur l'aponévrose de l'obturateur interne, le diaphragme pelvien, la sangle de l'entonnoir des releveurs de l'anus, va maintenant assurer l'essentiel de sa stabilité. Cette sangle des releveurs va s'implanter sur l'aponévrose de l'obturateur interne et en dessous de ce plan se trouve l'espace cellulo-graisseux du prolongement ventral de la fosse ischio-rectale. Du côté endopelvien, le viscère va être marqué par la plongée latéro-viscérale des cul-de-sac péritonéaux et ceux-ci vont être sous-tendus latéralement par la lame hypogastrique, par le feutrage sous-péritonéal dans l'épaisseur duquel vont cheminer tous les éléments trophiques vasculo-nerveux. Ainsi, ce viscère va recevoir une poussée due à la pesanteur qui va avoir tendance à le faire descendre, poussée à laquelle s'oppose une pression moins grand P qui va être le résultat de plusieurs composantes. Bien sûr, la continence des éléments périnéaux superficiels. Bien sûr, l'espace cellulo-graisseux sous-lévatorien qui va augmenter avec l'âge, alors que sa texture va au contraire diminuer. Bien sûr, les éléments d'attache des lames latérales, mais surtout et avant tout, l'entonnoir des releveurs de l'anus. C'est comme ça qu'un viscère ne va pas se ptoser. Et pour comprendre ce releveur de l'anus, il faut reprendre dans un premier temps une coupe sagittale du pôle caudal de l'embryon, dont voici la face ventrale avec le cordon ombilical et
vers le bas et vers l'arrière la queue. La queue métamérisée va régresser, bien sûr, chez la majorité des mammifères, et les myotomes caudaux vont venir s'impacter au niveau de ce plancher pelvipérinéal. C'est là que le tube entoblastique a isolé les trois loges, la loge urinaire en avant, la loge génitale chez la femme formée par l'utérus et le vagin au milieu, la loge digestive recto-anale en arrière. Ces trois loges se sont différenciées par la plongée des éperons péritonéo-célomiques du fascia vésico-vaginal de Alban, de l'éperon péritonéo-périnéal de Koeniker recto-vaginal qui va donner le cul-de-sac de Douglas, et de l'éperon postérieur qui va venir sous-tendre le cul-de-sac rétro-rectal en regard de ces noyaux que sont le noyau fibreux central du périnée, véritable clé de voûte induite par l'éperon péritonéo-périnéal de Koeniker, que sont là en arrière le raphé anococcygien, la ligne blanche postérieure de Cruvellier. Et le releveur de l'anus va ici venir se condenser correspondant aux trois coulées mésenchymateuses myotomiales de l'embryon. La première coulée, qui est la coulée ventrale, la deuxième coulée, qui est la coulée pariétale latérale, et la troisième et dernière coulée, qui est la coulée dorsale en situation préaxiale. Et le releveur de l'anus, qui va devoir ménager ces trois orifices d'abouchement, recevra bien sûr son innervation par sa face endopelvienne à partir des racines S2, mais surtout de la racine S3 et de la racine S4. Pour bien comprendre aussi la mise en place du lévatoranie, il faut maintenant revenir sur la morphogénèse de l'os iliaque lui-même, en vue périnéale dont voici la face ventrale et le côté latéral droit, et rappeler que l'os iliaque est constitué par trois os primitifs que sont les pubis en avant, latéralement les deux os ilions et dorsalement les deux os ischions. Ces trois ébauches primitives sont centrées autour du foramen obturé. Sur la ligne médiane et en arrière, voici les sacrèbres les plus basses et les vertèbres coccygiennes qui vont correspondre au squelette axial. Sur le côté va donc s'implanter ici le muscle obturateur interne qui va sortir par la petite échancrure sciatique, et nous retrouvons ici ces trois coulées mésenchymateuses myotomiales. La première coulée ventrale qui va correspondre au muscle rectus abdominis, au grand droit antérieur de l'abdomen. La deuxième coulée, qui est la coulée latérale, qui va correspondre à la masse du muscle iliaque dans la fosse iliaque interne et à la masse de l'obturateur interne au niveau de la cavité pelvienne. Et enfin, dans la partie la plus dorsale, la coulée mésenchymateuse préaxiale qui correspond au muscle psoas au niveau lombal et qui va correspondre au muscle piriformis au niveau pelvien.
Le releveur de l'anus va donc s'insérer sur tout ce cadre ostéo-musculo-ligamentaire, puisque au niveau de la tubérosité sciatique, nous allons retrouver le grand ligament sacro-sciatique, le ligament sacro-tubéral. Et ce muscle va devoir ménager d'abord en avant la fissure urogénitale et ménager ici en arrière l'orifice d'abouchement anal, comme nous l'avons expliqué sur le schéma précédent. Les points de relais de ce muscle vont être constitués par le noyau fibreux central du périnée, qui est ce modiolus axial en avant de l'orifice anal et en arrière de l'orifice anal par le raphet anococcygien. Le levator ani va donc présenter trois chefs, un contingent d'insertion pubienne, symétriquement disposé bien sûr, avec un contingent pubo-prérectal, un contingent pubo-rétrorectal et pubo-coccygien. Puis, le levator ani va présenter un contingent d'insertion iliaque, avec des fibres ilio-prérectales et des fibres ilio-rétrorectales, et celles-ci vont soulever alors sur l'aponévrose de l'obturateur interne l'arcade d'insertion du levator ani. Enfin, au niveau de la tubérosité ischiotique, le levator ani va présenter son contingent ischio-rétrorectal avec, dans la partie la plus dorsale, un tout petit muscle ischio-coccygien que l'on peut considérer comme le faisceau le plus dorsal du muscle levator ani dans ce plan. Tous ces faisceaux seront innervés par leur face endopelvienne. Et si l'on représente maintenant une vue endopelvienne empruntée à Macalister, dont voici la face ventrale, le côté latéral gauche, avec le détroit supérieur, avec en arrière la pointe du coccyx, entre la tubérosité sciatique et le coccyx, les grands ligaments sacro-sciatiques, les foramènes obturés qui sont dans ce plan et le trajet latéral des muscles obturateurs internes qui vont, avec le muscle piriforme, compléter ce cadre ostéo-musculo-ligamentaire. Dans la partie ventrale, nous allons retrouver ici la vessie et en arrière de la vessie, le vagin, la loge génitale avec les columnae rugorum, c'est-à-dire les épaississements musculaires pariétaux de l'étui vaginal. Sur la partie la plus dorsale, c'est l'ampoule rectale qui apparaît avec le canal recto-anal qui plonge vers le bas. Sur cette vue supérieure, nous retrouvons ce modiolus pelvien qui est le noyau fibreux central du périnée et en arrière le raphet anococcygien de la ligne blanche médiane postérieure de Cruveilhier. Le muscle releveur de l'anus va donc présenter son premier contingent d'insertion pubienne, comme nous l'avons expliqué par la morphogénèse, et ces fibres vont passer sur la face latérale de la loge urogénitale, venant en arrière du vagin constituer une fronde rétrovaginale s'insérant sur le noyau fibreux central du périnée et certaines des fibres irradiant sur la face antérieure du tube recto-anal. Des fibres
d'insertion pubienne vont également glisser maintenant latéralement par rapport à l'ampoule rectale et vers le rafet anococcygien, et certaines petites fibres vont même gagner la pointe du coccyx. Il s'agit du contingent qui est le plus endopelvien du muscle levator ani, qui va maintenant être complété latéralement par le contingent d'insertion iliaque, qui, dans un premier temps, présente là encore des fibres ilio-prérectales, qui vont venir sur le noyau fibreux central du périnée, qui vont également irradier sur la face ventrale de ce canal recto-anal, puis le contingent ischio-rétrorectal, qui va, avec le contingent ilio-rétrorectal, compléter dans la partie la plus dorsale le diaphragme pelvien. Sur l'aponévrose de l'obturateur interne, voilà l'épaississement de cette arcade du releveur de l'anus, et voilà mentionné, pour mémoire, le tout petit muscle ischio-coccygien avec la fissure qui le sépare de ce contingent ischio-rétrorectal, fissure par laquelle certaines collections peuvent fuser. Bien sûr, c'est à partir des racines S2, des racines S3 surtout, et S4, que le muscle levator ani va recevoir les principaux faisceaux de commande neurologique par la face endopelvienne. Le moment est venu donc de mettre en place une grande coupe sagittale du petit bassin de la femme, où nous allons retrouver en arrière le rachis lombal, puis l'encellure sacro-coccygienne, les sacrèbres, la zone du promontoire, la 5e vertèbre lombale, et vers l'arrière maintenant, le canal sacré avec la crête sacrée postérieure et médiane et le hiatus sacré en regard de S4. Nous allons vers l'avant retrouver la symphyse pubienne avec la ligne du détroit supérieur et la face ventrale et la portion crâniale. Latéralement, voici l'hémisacrum droit avec les foramens sacrés antérieurs, avec la grande, la petite échancrure sciatique, l'épine sciatique, la tubérosité sciatique, et dans ce plan, le foramen obturé, rappelons pour mémoire latéralement le profil de l'aile iliaque. Nous allons, sur cette coupe, montrer l'effet de la pesanteur et de la position debout sur la statique des viscères du pelvis. C'est en effet par rapport à un axe transversal qui intéresse les deux articulations sacro-iliaques que lors de la position érigée, le bassin va alors effectuer un mouvement d'antéversion qui va entraîner la bascule de la masse des viscères abdominaux qui vont appuyer sur les viscères pelviens. La vessie, chez la femme, va donc se retrouver très horizontalisée, recevant de l'arrière l'urétère, et la vessie va présenter un angle d'environ 100 degrés, 100 à 110 degrés, avec l'urètre, le canal urétral ayant un trajet avec une concavité ventrale. L'utérus, sur la femme non gravide, va se trouver lui aussi couché en antéversion, appuyant sur la face supérieure de la vessie et présentant maintenant entre le corps de l'utérus et le col de l'utérus
un angle d'environ 126 degrés. Le col de l'utérus est lui-même maintenant emmanché dans l'étui vaginal qui va remonter beaucoup plus haut en arrière qu'en avant, le vagin avec l'épaississement de ses colonnes rugueuses, antérieures et postérieures, et le vagin, dans son orientation générale, fait aussi à peu près 140 degrés, alors que la portion basse de ce vestibule vaginal, qui va correspondre au sphincter strié vulvo-vaginal, est orienté à 60 degrés sur l'horizontale. Nous sommes là dans le plan périnéal, dont nous rappelons autour de l'urètre le muscle de Houston, dans le même plan que ce sphincter vulvo-vaginal. Le muscle levator ani va alors dessiner autour de cet étui antérieur, urinaire et génital, une première fronde qui va passer derrière le vagin, et ces fibres, comme nous l'avons expliqué, vont venir s'insérer sur le noyau fibreux central du périnée, sur ce qui va correspondre au corps périnéal. Et puis, certaines de ces fibres vont maintenant se prolonger vers l'arrière. C'est là que nous devons mettre en place maintenant la jonction sigmoïdo-rectale, le rectum et le canal anal, qui vont constituer la troisième et dernière loge dorsale des viscères pelviens. Voici l'abouchement cutané anal, voici l'abouchement cutané génital avec les formations vulvaires labiales et le clitoris vers la partie ventrale. Autour du canal anal se trouve le sphincter strié de la marge de l'anus, et en arrière de ce canal anal se trouve le raphet anococcygien. Le muscle levator ani va alors glisser sur les faces latérales du rectum, va induire la constitution de l'arcade de Leimer, sur laquelle nous allons revenir, et va venir mêler ses fibres maintenant au raphet anococcygien, venant également autour de ce cap anal qui est classiquement de 100 degrés, assurer l'un des meilleurs moyens de sustentation du col de l'utérus par cul-de-sac de Douglas interposé. Voici la plongée du fascia de Alban dans l'espace vésico-vaginal qui sera le plan des cystocèles, puis la réflexion du péritoine et la plongée avec l'éperon péritonéo-périnéal de Kölliker en arrière du cul-de-sac de Douglas, puis la réflexion du péritoine qui va constituer en arrière le cul-de-sac rétrorectal, et le péritoine pariétal va alors donner implantation au péritoine viscéral qui va constituer autour du sigmoïde le mésosigmoïde et qui constituera dans la partie plus ventrale, ici représentée par quelques-unes de ces boucles, le mésentère, dans l'épaisseur duquel se trouvent les anses intestinales. Eh bien, la pesanteur, représentée par cette flèche, va donc faire appuyer l'utérus sur la vessie, faire poser la vessie en grande partie en arrière de la symphyse pubienne, bien sûr dans ce cul-de-sac postérieur de Douglas, recto-vaginal, qui est là vers l'arrière. Les entérocèles, les sigmoïdocèles vont profiter de ce tunnel qui est là préparé en quelque sorte pour les érythrocèles, qui est la fissure dans ce plancher pelvien, comme nous l'avons expliqué par la morphogénèse. Nous allons mettre en place une série de coupes verticales et frontales, en commençant grand A par la coupe la plus ventrale,
qui est la coupe de la loge urinaire. Voici l'os iliaque dont nous esquissons les caractéristiques ostéologiques avec le plan du détroit supérieur, avec le foramen obturé et la branche ischio-pubienne. Voici la membrane obturatrice et, comme nous l'avons déjà mentionné, sur la face endopelvienne, le muscle obturateur interne avec son aponévrose de recouvrement. La loge viscérale qui est ici intéressée est la loge urinaire avec la vessie, avec l'urètre, le col de la vessie qui va être marqué par le sphincter lisse de la vessie, alors que autour de l'orifice périnéal urétral, voici le sphincter strié du muscle de Houston. Le plan périnéal superficiel nous intéresse moins pour l'instant. Ce que nous voulons montrer, c'est bien sûr l'implantation du muscle levator ani et la constitution de cet entonnoir pelvien avec ici le contingent pubo-prérectal, le contingent pubo-rétrorectal et le contingent pubo-coccygien, tandis que sur l'aponévrose de l'obturateur interne, voici le contingent ilio-prérectal. L'arcade du releveur de l'anus est dans ce plan, l'aponévrose de recouvrement du levator ani à ce niveau, et l'espace cellulo-graisseux du prolongement ventral de la fosse ischio-rectale est ici en dessous. Nous sommes bien sûr au-dessus du plan de l'aponévrose périnéale moyenne, qui est le site du pédicule pudendal. Du côté endopelvien, au-dessus, la tranche de section du fond du corps de l'utérus apparaît ici représentée, et le péritoine pariétal va donc glisser pour constituer les ailerons du ligament large, glisser dans le cul-de-sac utéro-vésical, puis glisser latéralement pour former le cul-de-sac latéro-vésical, la fossette de Waldeyer. C'est là que va se trouver tendue, dans le plan sagittal, la lame pubo-sacrée, la lame hypogastrique, qui, en venant sur l'aponévrose du muscle levator ani, va y déterminer l'arc endopelvien de ce fascia pelvis avec le prolongement de ces ailerons qui ménagent latéralement le passage des éléments trophiques, artériels, veineux, lymphatiques, nerveux, et nous retrouvons ici la loge périvésicale par rapport à l'espace pelvis sous-péritonéal. C'est donc dans ce plan antérieur la fonction principale de soutènement de la loge urinaire. Sur la deuxième coupe, passant maintenant par le plan grand B de la coupe sagittale, nous allons montrer les rapports du releveur de l'anus avec la loge génitale. Nous retrouvons avec toujours la même orientation l'os iliaque, avec toujours le foramen obturé et la membrane obturatrice, le muscle obturateur interne et son aponévrose de recouvrement. Cette fois, dans le pelvis, ce que nous sectionnons, c'est le vagin, avec les caroncules hyménéales, le vestibule vaginal, et
dans la partie la plus basse, l'abouchement cutané, vulvo-vaginal et les formations périnéales labiales sous-jacentes. Autour de cet orifice d'abouchement cutané, voilà le sphincter strié vulvo-vaginal contenu lui aussi dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne. Dans le fond de l'étui vaginal, voici le col de l'utérus avec l'orifice de l'exocole et voilà sur la face postérieure la colonne rugueuse musculaire longitudinale et la striation transversale de ces cul-de-sac vaginaux, dont voilà les cul-de-sac latéraux cervicaux. Le muscle levator-ani, celui qui nous intéresse le plus, va maintenant apparaître dans ce plan avec toujours son contingent d'origine pubienne et son contingent d'origine iliaque. C'est là le faisceau pubo-prérectal, le faisceau pubo-rétrorectal, le faisceau pubo-coccygien et le faisceau ilio-prérectal qui va commencer à glisser en dessous du faisceau puborectal en s'implantant sur l'aponévrose de l'obturateur interne. Ce muscle qui détermine l'arcade du levator ani et voilà son aponévrose de recouvrement. Bien sûr, ce muscle va ici avoir pour fonction principale de resserrer la face latérale du vagin. C'est là le muscle compressor vaginalis, lateralis. C'est là ce muscle de l'orgasme de la femme qui va retenir la verge en érection introduite dans le vagin au cours du coït. Et le releveur de l'anus, dans cette portion donc ventrale, a une fonction urinaire et génitale qui n'a rien à voir avec la fonction digestive. Bien sûr, comme précédemment, nous retrouvons le prolongement cellulo-graisseux de la fosse ischio-rectale, et du côté endopelvien, voilà la plongée latérale du cul-de-sac péritonéal qui va constituer le mésocolpos. C'est là que se trouve la lame hypogastrique. Celle-ci détermine, en s'épaississant vers le bas sur l'arcade du releveur de l'anus, le fascia pelvis, l'arc endopelvien. Là encore, nous retrouvons la loge périvaginale par rapport à l'espace pelvis sous-péritonéal. Et là, à cet endroit, dans cette lame hypogastrique, il nous faut maintenant mentionner, cheminant en situation sous-péritonéale bien sûr, le trajet de l'urètre qui est à 1,5 cm du cul-de-sac latéral du vagin, l'urètre autour duquel va venir s'effectuer la crosse de l'artère utérine avec le rameau cervico-vaginal de l'utérine. Là, nous allons également y trouver l'artère vaginale longue, nous allons y trouver les plexus pampiniformes veineux, nous allons y trouver, embroché sur l'urtère, le plexus hypogastrique inférieur, le plexus végétatif inférieur de Ovelac, le ganglion de Lee et Frankenhauser. Nous sommes donc toujours ici avec cet entonnoir qui tient les viscères génitaux. Sur la troisième coupe, que nous allons faire passer grand C en avant du noyau fibreux central du périnée, nous sommes dans la cloison vagino-rectale, avec toujours la même orientation. Nous allons rappeler l'os iliaque avec son foramen obturé, la membrane obturatrice,
le muscle obturateur interne, recouvert par son aponévrose, et nous sommes ici à l'aplomb du noyau fibre centrale du périnée. Ce noyau va recevoir de la tubérosité ischiatique le muscle transverse profond du périnée contenu dans le dédoublement de l'aponévrose périnéale moyenne. C'est là ce modiolus périnéal, comme on l'appelle encore, et en superficie se trouve maintenant le tout petit muscle transverse superficiel, qui est d'ailleurs inconstant avec le plan cutané qui sépare la zone de la fourchette vulvaire en avant de l'abouchement anal en arrière. Le muscle levator ani va être maintenant représenté par le contingent pubo-prérectal qui vient s'implanter sur ce noyau fibreux central du périnée qui va rebondir quelque peu vers l'arrière et qui va également complété par les fibres ilio-prérectales insérées elles aussi sur ce noyau fibreux central du périnée. Le contingent pubo-rétrorectal et pubococcygien apparaît vers le dessus, filant vers l'arrière. Le muscle levator ani est toujours emballé dans son aponévrose de recouvrement. Il a toujours soulevé l'arcade du levator ani et, comme précédemment, voilà toujours le prolongement graisseux de la fosse ischio-rectale. Nous sommes ici sous l'angle péritonéal à l'aplomb de cet éperon péritonéo-périnéal de Kölliker, de celui qui est en train de sous-tendre le cul-de-sac recto-vaginal de Douglas et qui va latéralement se prolonger par les lames hypogastriques, par le feutrage symétriquement disposé des lames pubo-sacrées. Ces lames, sur l'aponévrose de l'obturateur interne, déterminent l'arc endopelvien. C'est dans ce tissu conjonctif implanté en bas sur le noyau fibreux central du périnée que l'on va trouver les éléments trophiques déjà mentionnés précédemment. Bien sûr, l'artère utérine qui va ici, avec l'artère vaginale longue, abandonner à la face postérieure du vagin l'artère azygos du vagin, le mésocolpos avec les plexus veineux, avec les plexus lymphatiques, avec l'arrivée et le passage latéral de l'urétère, et puis embroché sur l'urétère, le plexus hypogastrique inférieur. Vers l'arrière apparaît ici profilée l'ampoule rectale qui va constituer la dernière loge postérieure de la cavité pelvienne. Et le cul-de-sac péritonéal va être plus bas situé du côté gauche que du côté droit, sous-tendu par cette lame hypogastrique. Là, nous retrouvons toujours l'espace pelvie sous-péritonéal. Après cette troisième coupe, passant grand C par la cloison vagino-rectale, nous allons grander, mettre en place une quatrième coupe qui va passer par la cloison recto-vaginale. Nous sommes un demi-centimètre en arrière du plan de la coupe précédente. Latéralement, voici la tubérosité ischiatique. L'orientation est toujours la même avec la portion crâniale et le côté latéral droit. Voici le muscle obturateur interne qui est en train de sortir par la petite échancrure
sciatique avec son aponévrose de recouvrement. Sur la ligne médiane, nous retrouvons le noyau fibreux central du périnée avec l'insertion des muscles transverses profonds du périnée et l'éventuel petit muscle transverse superficiel. Le vagin a été récliné vers le bas et vers l'avant, et nous retrouvons autour de la jonction vulvo-vaginale l'implantation de ce sphincter strié vulvo-vaginal que nous avions montré tout à l'heure dans ce plan. Ici, nous allons apercevoir vers l'arrière l'ampoule rectale et la jonction recto-anale avec les fibres lisses annulaires et les fibres lisses longitudinales. Le muscle releveur de l'anus présente ici les fibres pubo-prérectales qui vont maintenant remonter et se mêler aux fibres lisses longitudinales du rectum. Le contingent pubo-rétrorectal et pubo-coccygien apparaît vers le dessus. Et voici maintenant le contingent iliaque du muscle releveur de l'anus, le contingent ilio-prérectal et le contingent ilio-rétrorectal. Ce muscle lévatorani s'implante toujours par son arcade sur l'aponévrose de l'obturateur interne. Il est toujours ici, entouré par son aponévrose propre. Voici le prolongement graisseux ventral de la fosse ischio-rectale. Et le péritoine va alors glisser latéralement pour constituer le cul-de-sac latéro-rectal. Il est sous-tendu, ce cul-de-sac, par la lame fibreuse hypogastrique, pubo-sacrée, qui vient toujours induire l'arc endopelvien du fascia pelvis. C'est bien sûr dans cette lame que passe l'urètre, c'est là que passent les éléments trophiques, vasculo-nerveux, l'artère utérine, l'éventuelle petite artère rectale moyenne qui, quand elle existe, va alors tisser l'aileron latéral du rectum, et dans ce que les chirurgiens appellent le mésorectum, les plexus veineux, les plexus lymphatiques, mais surtout maintenant les éléments nerveux qui sont en train de gagner la face postérieure du plexus hypogastrique inférieur. Là encore, sur cette coupe, nous retrouvons la loge périrectale, d'une part, par rapport à l'espace pararectal, qui est l'espace pelvis sous-péritonéal. Après cette quatrième coupe frontale, qui passait par la cloison recto-vaginale, nous allons mettre en place une cinquième coupe frontale qui va passer par le contingent digestif, l'ampoule rectale et le canal anal. Vers le haut et vers l'arrière, nous allons retrouver la section du sacrum et une partie de l'aile iliaque avec l'articulation sacro-iliaque. Vers le bas, voici la tubérosité ischiatique. Nous pouvons rappeler l'émergence des muscles pelvi-trochantériens dans la partie haute et à distance le piriforme, mais ici la sortie du muscle obturateur interne. Ce dernier est recouvert toujours par son aponévrose propre, et nous allons y retrouver vers le haut d'abord le petit ligament sacro-sciatique, le ligament sacro-épineux, et vers le bas le grand ligament sacro-sciatique qui dessine ici, sous la tubérosité ischiatique, le
canal d'Alcock. La tranche de section de l'ampoule rectale nous mène vers le bas à la jonction anorectale, puis au canal anal qui mesure environ 3 cm de haut. Voici la ligne ano-cutanée de Hermann vers l'arrière. Nous sommes à l'aplomb du périnée superficiel et comme pour tous les conduits qui ont un abouchement cutané, voilà le sphincter strié de la marge de l'anus avec les principaux faisceaux, au nombre de 3 que nous ne détaillons pas. Le sphincter lisse, ici, de la jonction anorectale, va être marqué par l'implantation des fibres du levator ani. Tout d'abord, le contingent pubo-rétrorectal et pubococcygien, petit, puis le contingent ilio-rétrorectal, et vers la partie la plus dorsale maintenant, l'apparition des fibres du contingent ischio-rétrorectal. Ces fibres vont, comme précédemment, soulever l'arcade du releveur de l'anus sur l'aponévrose de l'obturateur interne. Voilà l'aponévrose de recouvrement du levator ani, et ici, donc, la fosse ischio-rectale graisseuse directement en contact avec la peau et le pédicule pudendal qui est en dessous. Le muscle levator ani qui va mêler ses fibres aux fibres longitudinales et circulaires lisses du rectum va ici dessiner l'arcade de Leimer. Au-dessus, nous sommes à l'aplomb de l'ampoule rectale et du côté endopelvien, voici la plongée du cul-de-sac péritonéal latéro-rectal. Ce cul-de-sac va être sous-tendu, comme nous l'avions montré ici, sur toute la longueur de ces coupes frontales du pelvis, sous-tendu par la lame pubo-sacrée, par la lame hypogastrique, qui vient sur l'aponévrose de recouvrement du levator ani y déterminer l'arc endopelvien. Là, bien sûr, on retrouve tous les éléments végétatifs, ortho et parasympathiques, qui se dirigent vers le plexus hypogastrique. On y retrouve quelques-uns des éléments trophiques, vasculaires, artériels, l'artère rectale moyenne, le trajet des artères à destinée génitale, et latéralement, pour mémoire, l'émergence des structures nerveuses du grand nerf sciatique et du nerf pudendal qui nous intéressent moins ici. Voilà la loge périrectale par rapport à la loge pararectale, à cet espace pelvis ou péritonéal. Et là encore, maintenant, nous comprenons cette position de l'entonnoir pelvien qui va s'opposer à la rectocèle, qui va s'opposer à la ptose du viscère digestif. Nous allons mettre en place une dernière coupe verticale et frontale qui va maintenant passer ici en arrière de l'abouchement anal. Sur cette coupe, dont voilà la portion crâniale et le côté latéral droit, nous allons esquisser le profil sacro-coccygien avec les foramènes sacrés antérieurs, la ligne médiane, et nous allons y mettre en place le trajet latéral du muscle piriformis dans ce plan. Nous allons vers le bas montrer la peau de la région rétro-anale, expliquer sur la ligne médiane le raphé anococcygien et montrer maintenant la terminaison du contingent d'abord d'insertion pubienne.
les fibres qui sont pubo-rétrorectales et les fibres à destinée coccygienne du faisceau pubo-coccygien. Notons que certaines de ces fibres musculaires vont maintenant irradier vers le bas, vers la face profonde de la peau, en attirant la peau de cette zone pour compléter ce cloisonnement entre la fosse iliaque, la graisse de la fosse ischio-rectale droite par rapport au cloisonnement de la graisse de la fosse ischio-rectale gauche. Le contingent d'insertion iliaque vient avec ses fibres maintenant, lui aussi, se mêler sur le raphé anococcygien, là dans ce plan, et ce deuxième contingent, ilio-rétrorectal, va maintenant être complété par le troisième et dernier contingent d'insertion ischiatique, le contingent ischio-rétrorectal, et éventuellement le petit muscle ischio-coccygien latéral. Ces fibres musculaires qui prennent appui sur le plan axial postérieur vont pouvoir être complétées par quelques petites fibres que Hall a décrites sous le nom de muscle coccygo-anal qui gagnerait de l'arrière vers l'avant maintenant la face postérieure du canal anal. Latéralement, nous sommes là avec l'émergence du nerf sciatique S1, S2 et S3, avec l'émergence S2, S3 et S4 du nerf pudendal. Nous sommes là avec l'arrivée du contingent orthosympathique de la chaîne orthosympathique qui est latérovertébrale, sacrée, avec ses renflements ganglionnés, avec le départ vers l'avant des fibres destinées au plexus hypogastrique, mêlées au contingent du nerf érecteur Descartes. Et sur cette coupe, ce que nous pouvons montrer, c'est maintenant l'implantation sur ce raphé postérieur de la ligne anorectale, de ce qui sous-tend le cul-de-sac péritonéal rétrorectal, de ce qui, ici vers l'arrière, va fermer la loge périrectale. Nous sommes là, donc, dans la partie la plus dorsale de cette lame pubo-sacrée qui vient vers le bas sur l'épaississement de l'aponévrose de recouvrement du levator ani. Voilà, sur cette dernière coupe verticale et frontale, la terminaison la plus ultime, la plus dorsale du muscle levator ani avec ses principaux contingents pubo-rétrorectal, pubo-coccygien, ilio-rétrorectal et ischio-rétrorectal avec les petites fibres de l'éventuel muscle coccygo-anal. Nous allons maintenant montrer en conclusion la constitution des frondes que ce muscle levator ani va constituer autour des principaux viscères pelviens. Autour de ces trois loges, urinaires, génitales et digestives, le muscle levator ani va venir enserrer et former ces sangles par lesquelles nous allons terminer cet exposé. Voilà la portion crâniale et la face ventrale. Voici simulé le trajet du vagin avec le vestibule vaginal vers le bas et vers l'avant. Voici simulé vers l'arrière l'ampoule rectale avec la jonction recto-anale et le canal anal. Autour
de l'étui vulvovaginal, le sphincter strié vulvovaginal, autour du canal anal, le sphincter strié de la marge de l'anus. Voici vers l'arrière la pointe du coccyx avec les dernières vertèbres coccygiennes. Voici le noyau fibreux central du périnée et le raphet anococcygien. Le muscle levatorani, dans son premier contingent pubo-prérectal, va avoir cette fonction essentiellement génitale, des fibres qui vont glisser derrière pour former la fronde latéro-rétrovaginale, derrière le vagin, qui vont venir s'implanter sur le noyau fibreux central du périnée, qui vont venir mêler quelques-unes des fibres avec la constitution de la paroi rectale. Le deuxième contingent d'insertion iliaque va lui aussi venir compléter la fronde vaginale en serrant l'étui vaginal, s'insérant sur le noyau fibreux central, remontant ensuite sur la face antérieure du canal anal pour soulever ce canal anal. Ici se trouve le cul-de-sac de Douglas avec cette lame fibreuse de l'éperon péritonéo-périnéal de Kölliker et le contingent maintenant ilio-rétrorectal va passer d'abord en mêlant ces fibres en regard du sphincter lisse de cette jonction anorectale pour constituer l'arc de Leimer, puis ces fibres vont glisser vers le raphet anococcygien, complétées qu'elles le seront par l'arrivée du contingent ischio-rétrorectal. Voilà toutes ces fonctions que jouent les principaux chefs du muscle levatorani. Il faut absolument se souvenir de cette intégration pour tous ceux qui s'intéressent au plancher pelvien, de ces coulées mésenchymateuses. Il faut faire travailler le faisceau antérieur pubien comme les grands droits de l'abdomen. Il faut faire travailler le faisceau d'insertion iliaque comme le muscle iliaque et le faisceau d'insertion ischiatique comme le piriforme et comme le psoas. Il faut ensuite, du point de vue statique, pratiquer l'examen gynécologique de la femme en position debout pour pouvoir apprécier le degré de stase, le degré de prolapsus éventuel de certains de ses viscères. Il faut enfin espérer que les images d'IRM vont très rapidement pouvoir être prises, elles aussi, en position debout, pour avoir une image exacte de ce qu'est ce rôle essentiel de l'entonnoir pelvien, dont le déficit va entraîner les prolapsus et qui est miné, qui est embryologiquement truffé par ces cul-de-sac, dont le cul-de-sac postérieur, l'éperon péritonéo-périnéal.